Prochaska qui croit encore à la ceinture, Oumar Sy aux États-Unis, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Jiri Prochaska, 35-1 en carrière, s'apprête à affronter Jamal Hill ce week-end, dans ce qu'on pourrait appeler un choc d'anciens champions. Et puis même si Jamal a été très peu actif ces dernières années, Prochaska, lui, assure qu'il a quand même de la matière à étudier pour préparer ce combat. Je vous le rappelle, Hill n'a combattu qu'une fois en 2024, un KO subi au premier round face à Pereira, et un autre combat en janvier 2023 cette fois-ci. Là pour le coup, il avait été au bout des 5 rounds face à Glover Teixeira. C'est d'ailleurs ce combat-là qui lui avait permis de devenir champion. Donc comme vous le voyez, 2 combats en 2 ans, c'est pas génial. Jamal, il est aussi connu pour être assez émotionnel, mais Prochaska ne compte pas jouer là-dessus. Il n'a aucune intention de faire du trash talk et il assure qu'il veut juste montrer sa supériorité dans l'octogone. Et puis enfin, il a répété que même si ça peut paraître étrange pour certains, malgré ses 2 défaites face à Powhatan, il est toujours convaincu de pouvoir récupérer sa ceinture. Toujours à l'UFC 311, Peyton Talbot, invaincu en 9 combats, que beaucoup comparent à Sean O'Malley et voient comme une potentielle future superstar, fera face à Barcelos, un adversaire qu'il juge rapide et explosif, mais qui commence à vieillir. Et puis il a déclaré quelque chose d'assez particulier. Il aime connaître personnellement, entre guillemets, ses adversaires, c'est-à-dire savoir d'où ils viennent, pourquoi ils combattent, etc. Tout simplement pour ne pas être face à un inconnu dans l'octogone. D'après lui, ça l'aide à préparer ses combats, et je pense que mentalement, peut-être, ça le rassure aussi. Il nous apprend qu'il aimerait un jour affronter un adversaire assez sale, comme on a pour habitude de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui lui mettrait des doigts dans les yeux, qui serait assez agressif verbalement, vous voyez le genre d'adversaire, tout simplement pour savoir comment il réagirait dans ce genre de situation et se connaître un peu mieux lui-même. Youssef Zalal, qui est sur 6 victoires de suite, dont 3 à l'UFC, pour un palmarès total de 16-5-1, s'apprête à affronter Calvin Kattar, qui lui par contre est dans le creux de la vague avec 3 défaites consécutives. D'après Zalal, Kattar est au pied du mur et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Calvin étant connu pour sa boxe, Zalal a décidé de mettre l'accent sur le noble art pendant son camp et il assure sparer avec de très bons boxeurs. Il estime aussi ne pas avoir encore montré son plein potentiel, pour ce qui est du striking en tout cas, mais comme il le dit, c'est du MMA et Kattar pourrait me surprendre en tentant de m'amener au sol. Bien qu'il soit sur une belle lancée, 6 victoires consécutives comme je l'ai dit, il n'oublie pas qu'il a connu des périodes très difficiles dans sa carrière et il est bien conscient qu'il faut toujours chercher à progresser si on ne veut pas très vite être dépassé. Je rappelle qu'il s'agit de son 2e passage à l'UFC. Lors du premier, il avait démarré avec 3 victoires avant de connaître 3 revers puis un draw et d'être remercié par la compagnie. Il raconte que de voir Topuria devenir champion l'a énormément motivé à continuer de s'entraîner puisqu'il avait eu l'occasion de l'affronter, et surtout il avait été au bout des 3 rounds face à lui. Et puis il conclut l'interview en parlant un peu d'argent, et d'après lui, quand tu touches un bonus, il faut l'investir, mais sur toi, c'est-à-dire mieux t'entourer, peut-être te payer des coachs, te payer des nutritionnistes, des kinés, etc. Toujours dans le but de devenir plus performant et de pouvoir par la suite gagner encore plus de bonus et donc encore plus d'argent. C'est une vision assez intéressante, on a beaucoup de combattants qui nous disent mon bonus je vais l'investir, je vais le garder sur mon compte, je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela. Lui, il a une autre vision et je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Bon, puisqu'on parlait de Topuria sur Zalal, sachez que Volkanovski s'est lui aussi exprimé sur son dernier combat, face à Topuria donc, et il estime être très déçu, non pas d'avoir perdu, mais d'être passé totalement au travers. Il n'a aucun problème à perdre un combat, mais il veut au moins être compétitif, et là, ça n'a pas été le cas. Il avoue à demi-mot qu'il était un peu à côté de ses pompes, qu'il n'a pas fait le combat qu'il devrait. Espérons pour lui qu'il arrive à revenir et peut-être à prouver à tous ceux qui pensent qu'il est terminé, dont, je vous l'avoue, je fais un peu partie, que nous avons tort. On a Aljamain Sterling, le grand ami de Merab Dvalishvili, qui s'est exprimé sur le combat de son ami à venir le week-end prochain face à Oumar Nurmagomedov. Et d'après lui, si quelqu'un comme Sandhagen a réussi à faire ce qu'il a fait à Oumar Nurmagomedov au sol, alors que Sandhagen à la base n'est pas un grappleur, imaginez ce que va faire Merab. Alors je comprends sa logique,
Je comprends aussi qu'il soutienne son ami. Maintenant, je le dis toujours, le MMA, c'est pas des mathématiques. C'est pas parce que A a battu B et que B a battu C. Vous avez compris le truc, hein, je vais pas vous la refaire, je vous la fais à chaque fois. Donc oui, je comprends ce qu'il veut dire. En effet, les phases de sol vont être très intéressantes. J'espère que ce n'est pas un combat entre lutteurs qui va se passer debout. J'espère qu'on va avoir de la lutte, qu'on va avoir du grappling, du scramble. Et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Khabib Nurmagomedov, lui aussi, a donné une interview. Alors, c'était le combattant qu'on a connu. Aujourd'hui, c'est un coach. Ça a l'air d'être un très bon coach d'ailleurs. Mais il ne compte pas être entraîneur toute sa vie. Une fois que son équipe de combattants, alors il cite Islam Makhachev, Oumar Nurmagomedov, mais il y en a d'autres. Une fois que tous ces gars-là auront fini leur carrière de combattant, lui mettra un terme à sa carrière de coach. Et puis je vous en parlais un peu plus tôt, c'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière. On a Islam Makhachev qui est revenu sur une altercation qu'il a vue avec Ned Diaz, hein, je vous refais pas l'histoire. Ned Diaz dit forcément que c'est complètement faux, que lorsqu'ils ont eu une altercation tous les deux, c'est tout simple, Ned Diaz était dans le coin, je crois que c'était de Kron Gracie, il y avait toute une bande de Dagestanais, Ned Diaz dit ouais je ne sais même pas lequel était Islam, bon là je pense qu'il le taquine un petit peu, et puis il dit tout à coup on m'a envoyé une bouteille d'eau, moi j'avais rien demandé à personne, j'étais juste là pour accompagner mon combattant, et puis cette histoire comme quoi Makhachev l'aurait confronté dans un ascenseur est totalement fausse. Il dit non, c'est faux, moi j'ai jamais été dans un ascenseur avec Makhachev. Je ne sais pas pourquoi il raconte ça. On s'en doutait bien que la version des deux allait différer et je pense qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Mais avant de passer à autre chose, hein, Ned Diaz a aussi posté une photo sur les réseaux avec son entraîneur de toujours où il a commenté que de très grosses nouvelles allaient arriver. Est-ce que lui aussi pourrait faire partie du GFL? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait un sacré atout pour l'organisation, surtout pour le côté marketing. Ce week-end, on a vu Austin Bashi, pour ses débuts UFC, s'incliner face à Rodriguez, hein, le voleur d'invincibilité, comme je l'ai appelé. Et je vous disais que si Bashi prenait la défaite du bon côté, c'est-à-dire comme un enseignement, il pouvait progresser, et ben il a fait un post sur les réseaux sociaux en disant que ce n'est pas le résultat qu'il attendait, mais qu'il allait définitivement en apprendre quelque chose et grandir grâce à ça. Donc Austin Bashi qui prend les choses du bon côté, et je pense que ça fait très plaisir. Des nouvelles d'un revenant maintenant, hein, Raphaël Fiziev. Ça fait un moment qu'on veut le revoir. Il avait ciblé la carte en Arabie Saoudite. Pour l'instant, sauf si je suis passé au travers, j'ai pas vu de nouvelles. Lui, il a tweeté qu'il avait accepté des combats au mois de septembre, au mois de décembre, au mois de janvier et au mois de février contre 4 adversaires différents et qu'il n'a toujours pas eu de retour, toujours pas eu de date et qu'il est très impatient de revenir dans l'octogone. Pour rappel, hein, lui, on ne l'a pas vu depuis sa blessure face à Gamrot. Il combat chez les poids légers. C'est un très bon striker et j'espère qu'on le reverra très prochainement. En parlant de très bons strikers, on continue avec Alex Poatan Pereira qui a tweeté qu'il était sur le retour, qu'il fallait rester connecté et que dans la semaine, on devrait avoir de très bonnes nouvelles. J'espère personnellement que c'est le combat contre Ankalaev. Ça va être un combat très dur, mais pour sa légende, pour sa carrière. Et puis surtout parce qu'Ankalaev le mérite aussi. J'espère que les deux vont s'affronter. On va chez les poids lourds maintenant, mais toujours au Brésil, avec Almeida, qui a toujours dans l'idée d'affronter le français Cyril Gane. Ce week-end, Almeida, il affronte Spivak, adversaire que Cyril Gane a déjà battu. Donc il le dit, ça fait encore plus de logique maintenant. La catégorie est un peu bloquée, on ne sait pas ce qui va se passer là-haut. Moi, je trouve que ce serait un très beau combat. Ce serait aussi un test, hein, pour Cyril Gane, qui, on le sait, a du mal contre les grappleurs, contre les lutteurs. Almeida, c'est un expert du JJB. Donc j'aimerais, moi, personnellement, beaucoup voir ce combat. Puisqu'on parle de Cyril Gane, on reste en France avec Oumar Sy qui mise beaucoup sur sa carrière et qui a posté une photo sur les réseaux sociaux avec en description 8 semaines dans la meilleure des salles, hashtag American Top Team. Il est aux États-Unis, il s'entraîne avec l'élite et ça fait extrêmement plaisir. On a vu cette semaine, hein, que Robert Whittaker et Israel Adesanya se sont entraînés ensemble. Whittaker s'est exprimé là-dessus. Il dit qu'il n'avait jamais pensé un jour qu'il se retrouverait à s'entraîner avec Israel Adesanya. Mais d'un côté, il a rencontré quelqu'un de nouveau et maintenant ils se sont mis à travailler tous les deux. Alors je ne sais pas si c'est une coopération qui va durer dans le temps, mais en tout cas, Adesanya, en vue de son combat qui arrive face à Imavov, forcément c'est une très belle opportunité de s'entraîner avec Whittaker, deux anciens champions ensemble. Et puis Whittaker, s'il monte d'une catégorie, avoir un gars comme Israel Adesanya comme sparring, je pense pas qu'ils vont s'entraîner tous les jours ensemble. Il y en a un qui vit en Nouvelle-Zélande, l'autre en Australie, mais régulièrement, s'ils arrivent à se voir, tu apprends forcément l'un de l'autre. Et puis Whittaker qui continue en disant qu'il a toujours essayé de ne pas faire ami-ami avec les autres poids moyens. Forcément, quand tu sais que tu vas te combattre à un moment, parfois c'est assez compliqué de créer des liens. Mais il dit voilà, maintenant une porte s'est fermée et Adesanya et moi nous entraînons ensemble.
Je vous ai parlé un peu de boxe anglaise hier, je continue, parce qu'il semblerait que Devin Haney et Ryan Garcia se soient mis d'accord pour s'affronter de nouveau en 2025. Alors j'ai vu pas mal de rumeurs, j'avais entendu parler de Gervonta Davis aussi contre Garcia, donc c'est une rumeur, mais je vous en fais part. Pour ce qui est de l'actualité, on a fait le tour aujourd'hui, hein, vous avez vu, tous les jours, je vous donne un peu d'infos sur l'UFC 311. Je parle un peu moins de Merab et de Oumar Nurmagomedov parce que toutes leurs interviews se ressemblent, hein. C'est toujours Merab qui a l'impression de s'être fait voler par l'UFC. Oumar qui dit non, c'est faux, je ne lui ai pas manqué de respect, etc. Ça tourne en rond, donc j'essaye de vous parler d'autres combattants, parfois placés un peu plus en bas dans la carte, mais c'est toujours très intéressant. Demain, on est jeudi, on devrait avoir les conférences de presse qui vont sortir, il y aura plein de choses à dire. J'espère que j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo et de vous parler de ça. Mais tout de suite, on passe à notre petit moment Jérôme Le Banner. On arrive bientôt au bout, hein, je dois être honnête avec vous. Mais je vois que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, je compte au cours de l'année lire d'autres autobiographies de combattants, que ce soit de kickboxing, de boxe anglaise ou de MMA, et vous faire des petites capsules comme ça, hein, sur leur vie. Aujourd'hui, je vous raconte un épisode de Jérôme Le Banner qui est fan des chiens, et le Japon est connu pour ses élevages canins. Il avait donc demandé à sa traductrice que le K1 lui fournissait de lui faire visiter un élevage. Elle lui fait visiter un élevage, sauf que Le Banner apprend, bon, vous le savez, le K1 c'était plus ou moins tenu par les Yakuza, on va prendre des guillemets, hein, j'ai pas des certitudes à 100%, mais il semblerait que ce soit ça, et la traductrice lui a fait visiter un élevage d'un clan rival à celui qui tenait le K1. Donc elle s'est fait remonter les bretelles, forcément. Le Banner s'est trouvé un peu bête, hein, il s'est senti un peu responsable de la situation. Et puis il dit un jour, je reçois 3 billets de train et des invitations, donc pour lui et ses coachs, pour me rendre en province japonaise, aller visiter un élevage de chiens. Il dit, bon, je comprends que c'est un gros bonnet qui m'a envoyé l'invitation. Donc ils montent dans le train, ils prennent le train, et puis peu de temps avant d'arriver à la gare, il y a 2 ou 3 hommes qui rentrent, très bien habillés, il dit avec des oreilles de lutteurs, ils avaient des têtes de combattants, ils ont dit quelque chose en japonais, tout le monde a quitté le wagon, lui, forcément, il comprenait pas trop ce qui se passait. Et les hommes sont venus le voir en lui disant: une voiture va vous attendre, on arrive bientôt en gare. Vous n'avez qu'à monter dans la voiture. Forcément, le gars qui l'avait invité était un chef yakuza et il lui a fait visiter sa maison, mais surtout son élevage, hein, il dit un très gros élevage. Et tout d'un coup, le Banner qui entend un son qui n'est pas un son de chien, donc il demande au japonais: qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Et le mec l'emmène, il avait un ours. Et le Banner lui dit: mais pourquoi t'as un ours chez toi? Et l'autre lui répond: parce que les ours, ça mange tout, même les os. Assez rigolo, hein, quand le Banner le raconte, ça m'a fait plutôt rire. Et puis une autre petite anecdote, il était à l'hôtel au Japon avec ses amis, et il a un de ses amis qui commençait à être un peu éméché et qui était assez insistant avec une serveuse pour qu'elle lui resserve un verre d'alcool. La serveuse avait vraiment pas l'air trop pour. Et puis le gars il a fait une grosse blague de beauf, il a attrapé la serveuse, il l'a jetée dans la piscine. Le truc qui fait rire, sauf la personne qui se fait mettre dans l'eau, et surtout ça n'a pas plu aux organisateurs du K1, ni aux personnes qui géraient l'hôtel, et le lendemain, le Banner et son équipe ont été convoqués par les gérants du K1, hein, donc des gens je pense avec qui il faut pas trop rigoler, pour lui expliquer qu'il ne fallait surtout pas que ça se reproduise. Et voilà, le Banner explique qu'il n'a pas trop perdu la face, il a essayé de rester sérieux, ils lui ont proposé de rester manger, il a dit non, non, moi je mange qu'avec mes amis. Bon voilà, il a essayé de rattraper le truc, de pas apparaître pour quelqu'un de faible non plus, mais je peux comprendre que la situation a dû être très particulière pour lui. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous apprenez des choses, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me fait très plaisir. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. La Minute Auditeur, je la commence avec Aïchas qui me dit: Khabib n'a jamais été mis en danger dans tous ses combats. Il a nettoyé et marché sur toute la catégorie en ayant été dominant, pardon, sans forcer. Tout semblait facile pour Khabib, tandis que Makhachev a été mis en danger et a déjà eu des phases de combat où il était dominé pendant un moment, voire un round. Khabib n'a jamais été mis en danger et n'a jamais saigné dans une cage pendant toute sa carrière. Je parle des combats officiels, je ne parle pas des entraînements avec, vous vous doutez bien. Oui, bien sûr, on se doute bien. Alors, t'as raison, hein, moi, Khabib avait l'air d'être vraiment au-dessus de Makhachev. Maintenant, il y a une chose que je t'ai répondu et qu'un autre auditeur a noté en commentaire, c'est que Khabib, il a apporté quelque chose de nouveau. Alors que maintenant, avec Makhachev, tous les gars ont eu l'occasion de s'améliorer et de trouver des parades à la lutte dagestanaise et au style de la team Khabib. Donc les choses sont aussi un peu plus dures, je pense, pour Islam Makhachev de ce point de vue-là. Laurent ACHV qui me dit: MVP, Michael Venom Page a un charisme de fou et un style de combat spectaculaire. La bonne nouvelle avec son arrivée à l'UFC, c'est qu'on va pouvoir réellement évaluer son niveau global en MMA. En effet, c'est avant tout un striker. Il vient, me semble-t-il, du point fighting, un style de karaté plein contact, sans kimono et avec équipement de boxe.
En grappling, quel avait été le résultat de son combat contre Carlos Condit? Il avait battu Condit, si je dis pas, il l'avait battu, même c'est pas si je dis pas de bêtises. Et oui, Venom Page, quand il arrive à l'UFC, il arrive sur le tard, hein, c'est un peu le regret. On s'est dit, ça y est, il est dans la grosse organisation, maintenant on va voir ce que ça vaut. Et ça avait fait énormément parler, hein, au moment où il avait signé. Et tu me dis, concernant Holly Holm, j'ai vu qu'elle était free agent désormais et pas forcément à la retraite, hein, ouais, c'est ce qu'on disait hier, ce qui signifie qu'elle pourrait continuer sa carrière dans d'autres organisations. Elle l'a dit, ce sera soit du MMA, soit peut-être de la boxe anglaise. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On a PPFF qui me dit, moi perso pour Makhachev je suis pas d'accord. Certes Khabib dégageait ce sentiment d'être invincible, mais Islam est numéro 1 pound for pound depuis plus d'un an. Et même si Arman n'est pas le plus gros nom du roster, il est le plus gros bourbier de la catégorie. Donc en vrai s'il passe, il est déjà dans le top 5 des GOAT pour moi. Alors après moi le classement pound for pound, j'y accorde pas forcément une grosse importance, mais pourquoi pas. Par contre là où tu as raison, c'est que s'il bat Arman Tsarukyan, il aura battu un lutteur de très haut niveau. Et moi ce qui m'a toujours manqué dans la carrière de Khabib, c'est qu'il n'a pas affronté quand il était au sommet de très très gros lutteurs. Ne serait-ce que de très très gros grappleurs. Il n'a pas eu le combat contre Oliveira, qu'a eu Makhachev par exemple, et il n'a pas eu le combat contre Tsarukyan que va avoir Makhachev. Donc je pense que c'est quelque chose qui a manqué à Khabib, mais malheureusement il ne pouvait pas créer une adversité là où il n'y en avait pas. Cool de Shanghai. Pour Joachim Buckley, ça serait très logique qu'il affronte Sean Brady avant un éventuel combat contre Ian Gary. Pour l'Irlandais, pourquoi pas un fight contre Kamaru Usman? C'est un ancien champion bien classé, il n'est pas booké. Ou bien Carlos Prates, il y a beaucoup de choix en ce moment chez les Walter, et tant mieux. Je suis entièrement d'accord avec toi, chez les poids welter, en ce moment, il y a de quoi faire dans le haut du panier, ça peut se croiser dans tous les sens, je suis très satisfait de ça. Moi, j'aurais bien vu, pourquoi pas, un Ian Gary contre Sean Brady et le vainqueur a sa chance pour le titre. On sait qu'il va y avoir un Leon Edwards contre Jack Della Maddalena. Si Leon Edwards gagne, forcément, il va être légitime aussi. J'aurais voulu voir un Gary contre Edwards. Là, ça aurait fait beaucoup de sens. Malheureusement, on l'a pas, il semblerait. Mais en effet, les poids welter sont très très bien fournis et j'en suis très heureux. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve, j'espère, demain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne soirée. Salut.